Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce jeudi 20 avril 2023. Il est précisément 8h30. Bienvenue à ce nouveau webinaire des conseils de talent de Maestrium. Vous étiez ce matin 80 inscrits à ce webinaire. Un grand merci à tous de votre présence et de votre fidélité. Alors, notre échange du jour aura pour thème cyberattaque par ransomware, les modes opératoires des hackers, les outils pour renforcer la cybersécurité des entreprises. Et ce webinaire va nous être présenté conjointement par Pascal Antonini et Yi Shi de TNP Consultant, tous les deux spécialistes en cybersécurité. Mais avant d'accueillir nos intervenants du jour, j'invite mon associé Hervé Dufort à me rejoindre. Voilà Hervé qui me Bonjour rejoint. à tous et toutes. Alors, Hervé va être en charge tout au long de ce webinaire de recenser et synthétiser vos questions pour les soumettre au fur et à mesure à nos intervenants. Vous avez pour cela un onglet spécial questions sur la droite de votre écran que je vous invite à utiliser. Alors, n'hésitez pas à poser toutes vos questions par écrit afin que ce webinaire soit le plus interactif possible. Comme à chaque fois, à la fin de ce webinaire, nous vous soumettrons 3 courts sondages d'appréciation de la qualité de cet événement. Merci à chacun de prendre le temps d'y répondre en toute objectivité afin que nous puissions continuer à nous améliorer. Alors voilà, c'est le moment pour nous d'accueillir nos invités du jour. J'invite donc Pascal Antonini et Yi Shi à nous rejoindre sur scène. J'espère que Pascal peut se connecter. Il avait un problème de Wi-Fi il y a quelques instants. Oui, normalement, c'est bon. Est-ce que vous m'entendez? Bonjour à tous. Parfaitement. Merci Philippe, merci Hervé pour cette invitation. Nous sommes ravis d'être avec vous ce matin. Alors, Pascal Antonini est associé de TNP Consultant en charge de la pratique cybersécurité. Et Yi Shi est senior manager toujours chez TNP Consultant et fait partie des équipes cyber de Pascal. Pascal et Yi, bienvenue à tous les deux. Nous vous laissons la parole. Et bon webinaire à tous et à toutes. Un grand merci à vous deux. Bonjour à tous. Donc, nous avons choisi ce sujet de cyberattaque par ransomware. Et pourquoi présenter ce sujet à vous qui êtes des dirigeants qui occupez diverses fonctions dans des entreprises. Ce sujet est important à toucher, comme on va le voir, pas mal d'entreprises dans les dernières années. On va vous parler des tendances avec qui on va vous partager ces éléments-là et vous préciser de quelle manière tout ceci peut se passer, de quelle manière ceci arrive et dans ces cas-là, quelles sont les réactions que vous devez avoir, quelles sont les bonnes pratiques, comment vous aider à mieux vous protéger. Alors, on peut peut-être passer à la planche suivante. Voilà, bon, on a été présenté. Ce que l'on peut dire de manière générale, on va commencer par ce que l'on observe sur le marché, puis on ira un peu plus dans le détail sur comment peut se passer une attaque. Ce que l'on observe, c'est une véritable professionnalisation des attaques. Et ça, c'est aujourd'hui, les attaques ne sont plus uniquement ponctuelles, elles sont réellement professionnalisées et organisées avec des outillages qui sont très sophistiqués, un ciblage qui est également sophistiqué, puisque l'objectif, c'est de cibler les entreprises qui offrent les plus grandes capacités de gains et de gains faciles. Hein. Tout ceci est organisé et l'objectif, c'est l'appât du gain, on va le voir. Vous avez des outils, comme je disais, qui sont très, très faciles d'utilisation. On parle de ransomware as a service, hein, plus uniquement de software as a service, mais de ransomware as a service. Donc, on voit que l'attaque s'est professionnalisée. Les outils sont réellement très faciles d'accès et très facilement réutilisables. Yi, si tu veux compléter sur ce point. Oui, merci Pascal. Bon, ce que je peux compléter, c'est que la professionnalisation des attaques par ransomware, donc il y a eu une étape très importante qui est l'adaptation massive du modèle ransomware as a service, comme mentionné tout à l'heure par Pascal. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est un modèle économique qui
qui permet en fait aux créateurs des ransomware de mettre à disposition aux autres cybercriminels tous les outils et les procédés qui sont prêts à être utilisés par, entre guillemets, les affiliés, ce qu'ils appellent les affiliés. Donc, ce sont les vrais attaquants qui sont recrutés par ces groupes pour mener ces attaques. Donc, il y a ce modèle économique. Des affiliés vont mener des attaques en échange d'une petite part fixe des gains. Souvent, la répartition se trouve entre 30 et 70. Ça veut dire que les affiliés touchent quand même 70% des rançons payées par les victimes. C'est particulièrement rentable et intéressant pour les affiliés. Et comme disait tout à l'heure par Pascal, aujourd'hui, les groupes de ransomware fonctionnent comme des vraies entreprises, avec un organigramme, avec des rôles qui sont très, très précis, les responsabilités, les périmètres, etc. de chacun. Là, il y en a qui s'occupent du recrutement des affiliés, donc des attaquants. Il y en a qui s'occupent de négocier les rançons avec les victimes. Donc là, on voit l'écran en haut à droite, qui sont des conversations qui ont été retrouvées en fait chez ces groupes de ransomware. On y voit clairement des conversations intéressantes. Il y a même des discounts qui peuvent être appliqués en fonction des entreprises et des négociations. On a également ce qu'ils appellent les data managers, c'est-à-dire ceux qui se spécialisent dans l'exfiltration des données, dans l'exploitation des données, dans la publication des données. Il y a même un rôle spécifique pour gérer toutes ces données exfiltrées. Et également, il y a un rôle qu'on appelle des chasseurs, c'est-à-dire ceux qui se spécialisent pour mettre le maximum de pression sur les victimes afin qu'ils payent au plus vite les rançons. Et etc. On retrouve même aujourd'hui un certain service de support après-vente auprès des victimes chez les groupes de ransomware. Donc, il y a une vraie professionnalisation des attaques. Pourquoi? Parce qu'avant tout, il y a des gains financiers qui sont très, très importants. On peut citer un rapport du département du Trésor américain qui a été publié en 2022, qui part des chiffres de transactions de plus de 5 milliards de dollars en Bitcoin, rien que pour les 10 variants de ransomware les plus courantes. Et là, je crois que les rançons qui ont été payées en 2022 s'élèvent quand même à plus de 500 millions, 450 millions à peu près, selon un rapport qui a été publié récemment. Donc, on voit clairement, c'est très... il y a des cas intéressants. C'est pour ça que les attaquants sont de plus en plus dotés de moyens, donc comme outils. Et là, ce qu'on peut voir, il y a une fuite de documents internes d'un groupe de ransomware qui s'appelle Condi. Donc, vous avez peut-être entendu parler. Et dans cette fuite de ce groupe de ransomware, on y retrouve notamment des supports de formation qui ont été donnés aux affiliés. Là, on retrouve une méthodologie qui est rigoureuse, bien processée, normalisée et particulièrement efficace et performante. Donc, on a fait des analyses de ces documents-là. En fait, ça décrit une méthodologie allant du choix de cible des entreprises jusqu'à comment déclencher le chiffrement, en passant par comment mieux identifier et exfiltrer les données qui sont les plus critiques. Par exemple, sur l'écran, on peut voir, ils apprennent comment trouver des cibles par rapport à leurs revenus, etc. Et ensuite, une fois entrés à l'intérieur, comment les attaquants peuvent trouver des documents sensibles qui concernent la trésorerie, la finance, les clients, des projets, l'architecture, etc., etc. On voit clairement que tout est processé. La recherche, l'exfiltration des documents, etc., tout ça, c'est bien processé. Les autres écrans que je vais commenter, qui sont affichés à droite sur l'écran, ce sont les interfaces des outils qui sont mis à disposition par ces plateformes Ransomware as a Service. Là, on voit clairement en bas à droite, l'interface de ces outils sont assez aboutis, est assez aboutie, donc il ressemble à du vrai logiciel industriel. Bon, on a une question en direct, là, savoir si ces documents sont disponibles sur Internet ou sur le dark web. Donc aujourd'hui, ces documents sont
se retrouvent dans le domaine public. Donc, n'importe qui peut les télécharger. Qu'on dit Document Leaks, vous pouvez chercher sur Google. Donc, ces documents peuvent être récupérés dans le client web. Il n'y a pas besoin d'aller dans le dark web. Donc, c'est très, très facile d'accès, ces documents. On peut avancer. Alors, de manière générale, on vous présente ici quelques chiffres issus du rapport d'activité du site cybermalveillance.gouv.fr, hein, qui est un organisme du gouvernement qui permet d'être sollicité d'ailleurs pour assister des victimes. Vous trouvez sur ce site pas mal d'informations intéressantes, notamment pour sensibiliser vos collaborateurs et puis beaucoup d'autres informations concernant l'analyse vous voyez ici sur la gauche un graphique qui présente quelque part les principales recherches d'assistance, puisque des demandes d'assistance qui ont été demandées à cybermalveillance.gouv, et on s'aperçoit que la première demande concerne le hameçonnage, donc le phishing, hein, en 2022. Vous avez qui était à 27%, compte 13%, si vous arrivez à distinguer, on ne voit pas très bien, mais c'est 13% sur 2021. Et on voit que c'est en effet les premières demandes qui sont effectuées. Aujourd'hui, on se focalise sur les ransomware, c'est-à-dire les rançongiciels en français, donc qui est en 3e position, qui était à 24% en 2021 et qui a baissé à 19% en 2022. Alors, qui a baissé pour différentes raisons, et on le verra derrière grâce à quelques statistiques de l'ANSSI. On considère que ça a baissé pour plusieurs raisons, pour essentiellement une raison qui est que les plus grandes entreprises qui étaient très affectées en 2020, même avant, et puis en 2021, ont renforcé leur niveau de défense, ont mis en place des dispositifs qui sont beaucoup plus efficaces, ce qui veut dire qu'en volume, effectivement, il y a moins de demandes qui peuvent arriver à cybermalveillance.gouv. Donc, on a véritablement une baisse de ce point de vue-là. Mais ce report, il y a quand même eu un report finalement des attaques, et on le verra sur l'autre graphique, qui concerne un peu plus fortement les PME et les ETI. Voilà. Pour les autres, voilà, je vous laisse découvrir sur la partie gauche les autres types de recherches, puisque en matière de cybersécurité ou de cybercriminalité, on a quand même pas mal de capacités de se faire attaquer, au-delà du piratage de votre compte, de violation de données, d'ordre de virement. Alors là, c'est un peu mélangé, puisque le cybermalveillance.gouv, c'est la traiter en fonction des demandes qui sont effectuées. Donc, on n'a pas une véritable présentation de l'ensemble des faiblesses ou des vulnérabilités organisées de manière très structurée. En tout cas, les impacts d'un ransomware, ils sont très significatifs. Pour un ransomware, on va vous expliquer de quelle manière ça se passe. Vous avez bien évidemment une attaque qui conduit à ce que l'ensemble de votre système d'information ou une partie de votre système d'information devient indisponible dès lors que l'ensemble de vos données sont chiffrées, ne sont plus utilisables, et on vous demande de payer une rançon pour obtenir une clé de déchiffrement et pouvoir rétablir votre système. On verra si c'est toujours intéressant de payer la rançon ou dont on parlera tout à l'heure. L'impact de tout ceci, je termine juste les quelques éléments et je te laisse la parole à Hervé. Produit les impacts de tout ceci, c'est un arrêt de la production, véritablement un arrêt de l'activité, dégradation de l'activité, bien évidemment une chute de chiffre d'affaires qui va en conséquence, mais également une atteinte à l'image des entreprises avec une perte de confiance des clients et également des risques juridiques. On peut penser notamment sur ce sujet-là quand il s'agit de fuite de données à caractère personnel ou RGPD, où vous exposez des données à caractère personnel. Donc, vous êtes, si vous n'avez pas bien sécurisé ces données-là, passible d'une sanction. Hervé. J'avais juste une question rapide. On voit que ces statistiques sont produites par un organisme gouvernemental cybermalveillance.gouv.
En 2 mots, quelles sont les structures mises en place par le gouvernement français au niveau de la police, la gendarmerie ou autres, et comment coopèrent-ils avec les autres États? Mais vraiment en 2 mots. Parce que... cybermalveillance.gouv, c'est véritablement un organisme qui est mis en place à la fois pour les particuliers et pour les entreprises, qui peut être contacté pour pouvoir pour assister des victimes. Vous avez aussi d'autres organismes officiels. Hein. Vous pouvez aller à votre commissariat, d'ailleurs, si vous êtes victime d'une cyberattaque et déposer une plainte. Vous avez aussi la possibilité de vous adresser à des services, à des brigades spécialisées. J'ai plus en tête les brigades spécifiques de la gendarmerie, mais vous avez le COM Cybergend, qui sont les équipes de la gendarmerie qui officient dans ce domaine de la recherche et des enquêtes cyber. Et vous avez l'ANSSI, évidemment, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui, elle, a plus vocation à assister les organismes d'importance vitale, les OIV, qui dépendent de la loi de programmation militaire de 2016. Mais bien évidemment, l'ANSSI est ouverte à tout appel lorsque une cyberattaque se produit pour orienter les entreprises vers les services les plus compétents en fonction du contexte. Je ne sais pas si tu veux compléter, Guy, ou on peut peut-être avancer compte tenu de... Oui. Alors, voilà, on revient là-dessus. Juste, ce que je vous disais, c'est la statistique complémentaire concerne donc la répartition des types de victimes de compromission par rançongiciel, donc de ransomware en 2021 et 2022. Vous voyez sur la partie externe, la partie 2022, et vous voyez que les PME, TPE et ETI sont très largement avec les comités territoriales et locales, donc plutôt des entités de taille réduite comparées à des entreprises stratégiques qui n'existaient pas dans cette statistique en 2021. Je pense qu'il y a eu une différence de catégorisation en 2021. Mais on voit que dès 2021, les PME, TPE étaient aussi très fortement représentés, de la même manière que les collectivités. Donc on a une petite baisse en 2022 sur la partie, mais qui est proportionnelle, hein, donc ça fait 100% l'ensemble. Donc sur la partie TPE, PME, avec une augmentation sur les collectivités. On l'a vu dans l'année 2022, beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de municipalités ont été touchées. Très dernièrement, la mairie de Lille, qui n'est pas une petite municipalité, et aujourd'hui encore, on avait une commune qui était touchée également. Voilà pour ces statistiques. N'hésitez pas, là c'est sur le site de l'ANSSI, vous pourrez trouver tous ces éléments. C'est toujours intéressant de voir l'évolution en permanence. Alors, Guy, je te laisse avancer sur le sujet. Alors, on a une question. Voilà, plusieurs questions. Tout d'abord, est-ce que toutes les fonctions de l'entreprise peuvent être touchées par ce type d'attaque? Est-ce que c'est limité à la finance et à l'IT en général? Et puis, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui seraient plus sensibles ou en tout cas plus prisés des attaquants? Et puis, il y a quelqu'un qui me demande aussi, Christine, si on peut vraiment donner en détail une définition du phishing, hameçonnage en français. Voilà. On va vous présenter tout ça juste après. Je pensais. Donc ça, la description des phishing sera faite sur les secteurs d'activité et sur les fonctions. Si je commence par les fonctions, oui. Les hackers ne visent pas nécessairement une fonction. Alors effectivement, tout dépend de ce que l'on subit comme attaque. Si l'attaque vise dans un premier temps à faire ce que Yves va présenter un peu plus tard aussi, le spear phishing, qui consiste à cibler très spécifiquement
une fonction, une entité, un certain nombre de personnes. Là, ça peut être lié à la fonction de la personne, notamment finance, pour obtenir un virement ou ce genre de choses. On a vu les fraudes au président qui peuvent aussi être mêlées avec des cyberattaques. Donc, on peut avoir véritablement ce type de scénario. Les hackers sont très imaginatifs dans l'ensemble des scénarios, donc on ne peut pas tous les prédire. Néanmoins, toutes les fonctions peuvent être touchées, bien sûr, mais tout ceci va se passer par le système d'information qui peut être géré par la DSI ou des dispositifs systèmes d'information que je qualifierais de départementaux appartenant à des métiers, voire du shadow IT pour ce que peuvent indiquer un certain nombre de DSI qui ont été implémentés, peut-être sans que la DSI ne le sache parfois, avec des dispositifs de sécurité qui ne sont peut-être pas au niveau de ce qui se passe ailleurs. Donc ça, c'est une première réponse. Les secteurs d'activité, on a eu beaucoup d'attaques, j'en parlais tout à l'heure, dans les hôpitaux sur les dernières années. Les attaques sur les hôpitaux visent à obtenir des données de santé. Et il y a des hackers qui sont très, très spécialisés dans tout ce qui concerne les attaques sur des données de santé, puisque si vous récupérez un dossier patient complet, et ce qui est le cas dans un hôpital, vous avez énormément d'informations sur à la fois le patient et ses détails d'état civil et des détails médicaux qui vont identifier cette personne. Donc, il est très facile après de pouvoir usurper cette identité de cette personne dès lors que vous avez cette information. Et il pourra peut-être confirmer, mais je crois qu'un dossier complet d'une personne physique, d'un patient, peut se négocier jusqu'à $200 sur le dark web. C'est ce que j'ai entendu comme statistique assez récemment. Donc, ce que je peux compléter par rapport à ce que disait Pascal, c'est que les petites et moyennes entreprises sont de plus en plus touchées et concernées par les ransomware, beaucoup plus qu'avant, parce que les attaquants sont passés d'une phase became hunter, became hunt, ce qu'ils appellent. Ça veut dire qu'ils essayent de s'en prendre aux plus grands. Ça, c'était la phase avant, et maintenant, ils ont basculé dans une autre phase où ils ciblent beaucoup plus des petites et moyennes entreprises parce que les grandes entreprises sont maintenant de plus en plus dotées de moyens de défense. Je propose qu'on avance. Oui. Hop, voilà. Désolé. Voilà. Donc, ici, on a parlé un peu de l'état de la menace et des statistiques. Et maintenant, concrètement, comment ça se passe une attaque par ransomware. Globalement, le cycle de vie d'une attaque de ransomware se compose de 4 grandes étapes. La première étape qui consiste à identifier le maximum de cibles potentielles et en choisir les plus intéressantes, c'est-à-dire les plus vulnérables et aussi les plus profitables. Et puis ensuite, il s'agit de faire un repérage de points d'entrée potentiels du système d'information de cette cible. Et là, il s'agit de réaliser des scans depuis Internet. Il s'agit de collecter des informations à source ouverte, etc. Donc ça, c'est la première étape qui s'appelle connaître. Tout l'objectif, ensuite, c'est de pouvoir exploiter ces points d'entrée potentiels afin d'obtenir un premier accès, un premier ancrage au sein du réseau interne de l'entreprise ciblée. Ça, c'est la deuxième étape qu'on appelle rentrée. Donc ici, on peut mentionner le terme patient zéro, c'est-à-dire c'est la première machine de l'entreprise qui est infectée, qui sera ensuite utilisée comme une porte d'entrée, comme un rebond, pour ensuite se déplacer plus facilement au sein de l'entreprise. Et pour cette phase de rentrée, il y a plusieurs vecteurs d'attaque courantes et qu'on va présenter un peu plus tard. Il y a 3 vecteurs d'attaque globalement qui sont les plus utilisés. Mais le modèle le plus classique, c'est l'envoi de mails frauduleux, qu'on appelle des mails de hameçonnage, qui contient soit des pièces jointes piégées malveillantes,
soit un simple lien malveillant qui redirige vers un site internet malveillant, contrôlé par les attaquants. Donc ça, on va préciser tout à l'heure, mais tout l'objectif de cette phase-là, c'est d'obtenir le point d'entrée qui peut être le plus longtemps possible, qu'ils peuvent maintenir un accès à distance pour les attaquants. Donc ensuite, la phase, on appelle trouver. Donc une fois entré à l'intérieur du réseau de l'entreprise cible, l'attaquant va courir derrière deux objectifs. Le premier objectif est de s'élever les privilèges pour maximiser les droits d'un point de vue informatique, afin de pouvoir maximiser les impacts potentiels par la suite. Donc le deuxième objectif, c'est de chercher et trouver des données les plus intéressantes. Parce que pour faire payer la rançon, il y a des stratégies d'extorsion. On va préciser ça tout à l'heure. Mais tout se joue sur la criticité des données qui peuvent être exfiltrées et publiées afin de mettre le maximum de pression. Donc, dans cette phase trouvée, donc il va y avoir ces deux objectifs principaux, de s'élever les privilèges pour devenir potentiellement l'administrateur global du système d'information, les global admins, et aussi de chasser des données qui sont les plus intéressantes, les plus critiques. Et ensuite, on retrouve la dernière étape ultime qu'on appelle exploiter. Donc, dans cette étape-là, l'attaquant va exfiltrer des données qu'ils ont trouvées, donc potentiellement les données qui sont très, très critiques. Et puis ensuite, une fois qu'ils ont rapatrié le maximum de données, suffisamment de données pour mettre la pression, ils vont procéder au chiffrement des données. Et là-dedans, on retrouve non seulement les données de l'entreprise, mais également les sauvegardes. Parce qu'aujourd'hui, les attaquants, ils ont compris que les entreprises font des sauvegardes. Donc, ils vont chercher également, systématiquement, toutes les sauvegardes présentes sur la SI pour également les chiffrer. Donc, maintenant, on connaît ces 4 grandes étapes d'une attaque de ransomware. Je vais vous prendre un exemple qui est assez récent, qui s'appelle le ransomware Lockbit 2.0. Donc, c'est un schéma qui est quand même assez technique, mais il y a plusieurs points à retenir, plusieurs points intéressants dans ce schéma. Et tout d'abord, on voit clairement, c'est un process d'attaque, entre guillemets, qui est normalisé et qui peut aller très, très vite. Quand on lit les chiffres dedans, pour une attaque menée de bout en bout, en quelques jours, l'attaque est pliée. Le deuxième point intéressant, c'est qu'on voit il y a des vecteurs d'entrée qui sont aussi normalisés entre guillemets, et pour le ransomware de Lockbit 2.0, il passe systématiquement par l'exploitation des services mal sécurisés exposés sur Internet, c'est-à-dire les services qui se retrouvent accessibles sur Internet, qui n'ont pas été patchés, n'ont pas été maintenus à jour. Et du coup, il y a des vulnérabilités publiques qui affectent ces équipements, et du coup, l'attaquant va les exploiter pour pouvoir entrer dans le réseau interne. Et puis, un troisième point intéressant qu'on voit, c'est plutôt à droite du schéma, on voit qu'il y a de l'évasion de détection systématique. Comme je disais tout à l'heure, comme il y a de plus en plus de gains financiers, les attaquants investissent aussi dans ces travaux, dans les nouvelles techniques de contournement des antivirus, de détection. Et puis enfin, ils vont chercher systématiquement à chiffrer les sauvegardes, ce qu'on voit également sur le schéma à droite. Donc, on a parlé un peu de comment ça se passe, une attaque par ransomware, les grandes étapes et un exemple concret. Et maintenant, on va s'intéresser plus aux vecteurs, au point d'entrée pour ces attaques par ransomware. Il y a eu des questions tout à l'heure sur le phishing. Sans trop de surprise, le phishing spear phishing est absolument la vecteur numéro 1 des cas de ransomware. Cela représente 41% des cas de ransomware en 2022. C'est un rapport de IBM X-Force publié cette année. On parle de 41% des cas de ransomware commencent par
l'ouverture d'une pièce jointe piégée ou le clic sur un lien frauduleux envoyé par mail d'hameçonnage. Donc, la plupart des cas, malheureusement, de ransomware commencent par un simple mail de phishing ou un simple mail de spear phishing avec une pièce jointe malveillante, par exemple. Et là, on voit un exemple qui est présenté sur l'écran à gauche. C'est un mail de phishing qui s'apparente à une notification envoyée de Microsoft OneDrive qui parle d'un dossier partagé. Et si jamais la victime n'est pas suffisamment sensibilisée, il clique sur le lien malveillant, il va consulter un site malveillant, donc il y a une fausse page de login, donc qui permet de capturer le login et mot de passe de la victime. Donc tout ça est schématisé encore mieux sur cet écran-là. Donc on voit que l'attaquant envoie un mail de phishing qui est le plus crédible possible pour inciter la victime à cliquer sur le lien malveillant qui est inclus dedans. Donc, une fois cliqué, la victime verra afficher une fausse page de connexion contrôlée par l'attaquant. Des fois, cette fausse page de login peut être même identique au vrai site, mais la seule différence est que l'adresse internet de ce site est différente que le site authentique. Donc, si la victime ne fait pas attention, n'est pas suffisamment sensibilisée, il peut soumettre ses vraies données de login et mot de passe aux attaquants, qui peut ensuite les utiliser pour se connecter à sa place, donc à la place de la victime. Donc ici, on voit un autre exemple. Donc tout à l'heure, c'est un cas de phishing ou un cas de hameçonnage classique via un lien frauduleux, une fausse page de login, qui est le cas plus classique. Mais on a également les spear phishing, où on peut appeler hameçonnage ciblé. Donc le cas le plus courant ou le plus classique est l'envoi d'un attachment ou une pièce jointe piégée qui contient du code malveillant à l'intérieur. Quand on ouvre cette pièce jointe, il y a du code malveillant qui va s'exécuter automatiquement sur l'ordinateur ou le poste de travail de la victime en arrière-plan. Donc, vous voyez sur l'écran, qui est vraiment le cas qui est très très classique depuis un certain temps. Ce sont des fichiers Office de Microsoft, des fichiers Excel, de PowerPoint, documents Word, etc. Quand vous l'ouvrez, vous allez voir quelques instructions ou quelques messages qui vous incitent à activer l'exécution du macro. Donc, si jamais vous acceptez d'exécuter ces macros, le code malveillant va se lancer. Donc, l'attaquant va pouvoir prendre le contrôle de votre ordinateur. Donc, on a parlé de cette première vecteur d'infection qui est le phishing et spear phishing de l'hameçonnage. Et la deuxième vecteur d'attaque, la plus courante, c'est l'exploitation des services accessibles depuis Internet. De quoi on parle aujourd'hui, de quoi on parle ici? Ce sont des services, des sites web, des applications métiers, etc., qui sont accessibles depuis Internet. Donc, cela représente 38% des cas de ransomware. Si ces services-là ne sont pas maintenus à jour, s'il y a des vulnérabilités publiées par les éditeurs qui n'ont pas été corrigées en temps et en l'heure, les attaquants peuvent les abuser, les exploiter pour essayer de les compromettre et ainsi obtenir un premier accès au réseau de l'entreprise. Un
Un cas très intéressant qui est également assez courant, c'est l'exploitation des objets connectés, tels que des caméras de surveillance IP, dont la sécurité reste quand même assez négligée malheureusement aujourd'hui. Par exemple, sur l'écran à gauche, on peut voir au moment de la rédaction de la création de ce support de présentation, il y avait 1300 caméras IP qui sont accessibles depuis Internet, dont la plupart ne sont pas à jour, donc qui sont exploitables ou vulnérables aux attaques potentielles. Et un autre exemple qui est montré un peu plus bas, c'est un service IT qui s'appelle Bureau à distance, qui est une console d'administration à distance dédiée aux administrateurs IT de l'entreprise. Cette console-là n'a pas vocation à être accessible depuis Internet, mais c'est malheureusement beaucoup le cas aujourd'hui. Donc, les attaquants vont chercher ces potentiels points d'entrée, services exposés sur Internet, pour essayer d'obtenir le premier ancrage chez la cible. Donc, ici est présenté un tableau des vulnérabilités publiques les plus souvent exploitées par les ransomware. Donc, vous voyez le terme CVE. Qu'est-ce que c'est? CVE, c'est une base de données maintenue par le gouvernement américain qui recense l'ensemble des vulnérabilités publiques connues, publiées par les différents éditeurs. Donc, à chacune des vulnérabilités publiques est associé un identifiant unique qui commence toujours par l'acronyme CVE, suivi par l'année de publication. Ce qu'on peut voir ici, c'est malheureusement, il y a encore beaucoup de vulnérabilités publiques qui sont exploitées par les ransomware qui datent de plus de 4 ans. Donc, ça montre à quel point l'application des correctifs de sécurité est un point très important et est une mesure très très importante à ne pas négliger. Ça peut paraître simple, mais rien que ça, c'est malheureusement pas encore au rendez-vous, donc parce que les attaquants exploitent encore beaucoup de vulnérabilités qui datent assez longtemps. Pour pallier à cela, donc il y a 2 ressources intéressantes qui sont utilisées. Donc il y a le CERT-FR de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France, qui maintient une liste de bulletins de sécurité et d'alertes de sécurité, qui alertent sur les vulnérabilités qui sont activement exploitées. Et à l'autre source équivalente aux US, donc maintenue par la CISA, donc qui s'appelle Catalogue des vulnérabilités exploitées. Donc ça, c'est une liste quasi exhaustive, donc la liste est très très longue. Il y a énormément de vulnérabilités dedans, mais ça, c'est une source très très importante qui permet de faire la veille sur les vulnérabilités publiques. J'ai une question qu'on m'a posée, que je souhaite relayer, c'est est-ce qu'il peut y avoir un décalage temporel entre l'attaque et puis sa réalisation? Est-il conseillé de fermer toutes ces applications mobiles ou ces connexions Internet le soir? Est-ce que ça va avoir une incidence ou est-ce qu'on peut avoir donc un décalage de quelques jours, voire plusieurs mois, suite à un clic malencontreux? Oui, le décalage entre le clic et le déclenchement de l'attaque. Oui, et est-ce que fermer ses applications mobiles ou couper sa liaison Internet, ça change quelque chose? Voilà, c'est ça la question en fait. Oui, tout à fait, parce que c'est un point qu'on va mentionner tout à l'heure, même dans les mesures, la maîtrise des accès Internet, c'est même recommandé en cas d'incident, de couper ces connexions Internet, parce que pour pouvoir piloter les ransomware à distance, les attaquants ont besoin d'une connexion Internet, notamment une connexion sortante. Et donc ça, oui, absolument, il faut bien maîtriser ces flux réseau et ces accès Internet, et le fait de couper les connexions le soir, par exemple, si ce n'est pas indispensable,
ça peut être une mesure intéressante parce que D'accord. ça réduit la surface d'attaque. On va accélérer un tout petit peu pour Oui, avoir après oui, tout à fait. Donc, sur la troisième vecteur, je vais passer rapidement, qui consiste en différentes attaques qui ciblent les mots de passe qui sont trop faibles ou les mots de passe futés. Ayant fuité sur Internet, qu'est-ce que ça veut dire les mots de passe futés? Donc, on peut citer 3 exemples qui sont les plus percutants en tant que fuite de données. Il y a la fuite de données de LinkedIn qui a eu lieu en 2012, où il y a 164 millions de logins et mots de passe des utilisateurs de LinkedIn qui ont fuité sur Internet. Donc voilà, qui est devenue une base très très intéressante pour les attaquants. Il y a la fuite des données de Yahoo, des adresses mail et mots de passe de plus de 500 000 utilisateurs qui a eu lieu en 2013. Et pareil, un site de rencontre qui s'appelle Patou, dont la base de données a fuité aussi sur Internet. Donc malheureusement, aujourd'hui, les attaquants disposent d'une base de données de login et mot de passe ayant déjà fuité, qui est assez énorme. Hein. J'ai vu un chiffre qui parle plus de 14 milliards de paires de login mot de passe des internautes qui sont publiquement accessibles pour les cybercriminels. Donc voilà, c'est assez impressionnant. Et aussi, il ne faut pas négliger aussi les données personnelles qui sont en vente dans le dark web. Donc quand on a fait un peu les recherches, on voit qu'on peut s'offrir des logins mots de passe piratés pour 70 centimes, par exemple, pour pirater le compte de quelqu'un ou obtenir un premier accès au sein de l'entreprise. Peut-être simplement sur ce point, une petite remarque, un petit complément d'information sur la partie mot de passe. Là, pour ce que explique Guy sur la partie des mots de passe qui ont fuité, donc ce sont des mots de passe qui résultent d'attaques sur LinkedIn ou sur Yahoo. Les pirates ont pu accéder à ces mots de passe et les ont mis à disposition dans des environnements plutôt sur le dark web. Et il s'agissait, alors de quoi il s'agissait? Des mots de passe et des user ID, des identifiants, des logins, qui sont en général une adresse email, dans certains cas une adresse email professionnelle, et un mot de passe associé. Ce mot de passe, c'était le mot de passe qui permettait d'accéder en 2012 à LinkedIn, puisque l'attaque date de 2012, et pour Yahoo, c'était en 2013 qui permettait d'accéder à Yahoo, avec un login qui pouvait là aussi être soit un login, là c'était le login de Yahoo. Mais grâce au nom, prénom, ça peut être réutilisé. On peut essayer d'utiliser ces mots de passe. L'idée, c'est quoi? C'est de se dire que ces mots de passe qui étaient utilisés en 2012 et en 2013 reflètent la manière dont un utilisateur utilise ou construit ses mots de passe. Et si sa pratique n'a pas changé depuis 2012 ou 2013, ou s'il utilise toujours le même mot de passe, et s'il utilise le même mot de passe, notamment dans son environnement professionnel, ça veut dire que ce mot de passe peut être utilisé lors d'une attaque. Et statistiquement, vu le nombre de logins mots de passe qui ont été fuités, finalement, divulgués, 164 millions pour LinkedIn et 500 000 pour Yahoo, forcément, on peut se retrouver avec des mots de passe qui sont valides, puisque ces bases servent encore à des pirates pour tenter d'accéder à des sites qui ne sont pas nécessairement ni LinkedIn ni Yahoo. Voilà pour compléter. En tout cas, c'est une base dans laquelle on peut puiser. Oui, tout à fait. Et donc, on a parlé un peu des
du cycle de vie des attaques de ransomware, l'état de la menace et comment les attaquants rentrent dans les systèmes d'information. Et pour répondre à tout ça, la question c'est comment on se protège et comment on réagit. Donc là, il y a une ressource intéressante qui est un guide de bonnes pratiques publié par l'ANSSI qui s'appelle Attaque par ransomware, tous concernés. Ce document est très intéressant. On y a extrait les mesures clés qui permettent de réduire le risque d'un ransomware. Tout d'abord, première catégorie, sensibiliser et maîtriser les accès Internet, sensibiliser tous les utilisateurs IT à détecter les attaques de phishing, à bien les signaler, sensibiliser les utilisateurs IT à définir des mots de passe robustes, à ne pas les réutiliser partout, à les changer régulièrement, et aussi des bonnes pratiques liées à la navigation sécurisée sur Internet. Et puis, dans la maîtrise des accès Internet, c'est le point dont on a parlé tout à l'heure, à mieux maîtriser les flux sortant sur Internet, parce que voilà, les ransomware doivent être pilotés par des attaquants à distance. Et pour ça, il y a des canaux de communication indispensables, nécessaires pour les attaquants. Et il y a un moyen simple de pouvoir les détecter, de détecter ces flux illégitimes et les couper via l'implémentation des passerelles Internet sécurisées, par exemple. Donc tout ça, ces deux mesures-là agissent plutôt dans la phase anticipation et ensuite on a la catégorie protéger la SI en appliquant les 4 mesures suivantes. Maintenir à jour les logiciels et systèmes en appliquant les patchs dans le plus bref délai possible. Utiliser et maintenir à jour les antivirus ou d'autres moyens de protection anti-malware. Aujourd'hui, on parle aussi beaucoup de OTR. Limiter les droits des utilisateurs, c'est-à-dire ne pas donner plus de droits que nécessaire aux utilisateurs IT. Par exemple, un utilisateur standard n'a pas vocation à disposer de droits administrateur local sur son poste de travail. Ça, c'est une mesure absolument importante de pouvoir limiter les droits d'administrateur pour les utilisateurs IT standards. Et enfin, cloisonner le système d'information. Pourquoi? Parce qu'un système, un SI non cloisonné ou un réseau à plat, à partir d'une seule machine affectée, le ransomware peut se propager assez facilement sur l'ensemble du parc et ainsi peut maximiser les conséquences. Donc, vous l'aurez. Oui, pardon, vas-y. Donc, il est important d'implémenter les mesures dispositifs de filtrage réseau. Juste pour compléter, vous l'aurez compris, hein, limiter les droits des utilisateurs, c'est pas parce qu'on n'a pas confiance dans les utilisateurs, c'est parce que si l'utilisateur se fait pirater son accès, son compte, son accès ne sera pas très puissant et ne pourra pas faire tout ce que le pirate souhaiterait réaliser. Alors que s'il est administrateur, le pirate aura un accès très très important. De la même manière, lorsqu'on parle de maintenir à jour les logiciels et les systèmes, il s'agit de patcher les systèmes, mais il s'agit aussi, dans pas mal de cas, de rechercher les machines qui sont obsolètes. Il y a un certain nombre de machines qui sont obsolètes parce que on les a jamais modifiées, parce qu'il y a un logiciel très ancien qui tourne sur ces machines. Ces machines sont des points d'entrée très très prisés par les hackers. Parce que le logiciel fonctionne, on ne peut pas mettre à jour la machine et changer de système d'exploitation parce que le logiciel de compta ou je ne sais quoi qui est très ancien ne fonctionnerait plus. Et donc là, on a un vrai talon d'Achille à ce niveau-là. Hervé, je voulais relayer rapidement une question de Thierry qui nous dit on parle beaucoup des risques Internet, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques plus classiques d'intrusion physique en fait via des contrôles d'accès visiteurs qui seraient insuffisants, ou alors des équipements réseau ou des serveurs qui seraient également eux-mêmes mal sécurisés. Et avec une phrase intéressante, on apprend plus dans les poubelles et sur les imprimantes que sur Internet. Qu'en pensez-vous? En fait, dans du cyberespionnage, par exemple, ou des attaques plutôt étatiques,
on retrouve souvent des cas d'intrusion physique. Par contre, quand on parle de ransomware, non, ce n'est pas une vecteur d'attaque utilisée aujourd'hui. Oui, là, on est focalisé aujourd'hui sur le ransomware. C'est vraiment notre point d'accroche sur le sujet. Mais bien sûr, il y a plein d'autres cas de piratage. Mais pour compléter ce que dit Guy, si vous êtes à distance à des milliers de kilomètres et même dans un autre pays, vous pouvez piloter cette attaque par ransomware. Vous n'avez pas besoin de venir vous exposer avec des attaques physiques pour entrer dans un local de manière non autorisée. Vous risquez beaucoup plus que si vous êtes dans votre chambre dans je ne sais quel pays. Oui, exactement. Donc, pour poursuivre pour les 3 autres catégories de mesures, donc sauvegarder les données, ça, il est important d'effectuer des sauvegardes, mais là, il y a un point d'attention, c'est de déconnecter ces sauvegardes du réseau ou du système d'information pour éviter que les attaquants puissent également les chiffrer lors d'une attaque de ransomware. Il est même recommandé d'avoir des sauvegardes à froid, si possible, par des bandes magnétiques, des disques durs externes, etc. Avoir un dispositif de supervision et de détection d'intrusion, c'est absolument recommandé afin de pouvoir détecter et réagir le plus rapidement possible. Et puis enfin, se préparer à la gestion des incidents en établissant un plan de réponse aux cyberattaques et en réalisant des exercices de gestion de crise de cyber. Et là-dedans, on retrouve beaucoup de volets, le volet communication, le volet restauration, comment on peut reprendre les activités, revenir à un état normal, etc. Et tout ça, ça se prépare en amont avec potentiellement de l'assistance externe, avec un plan stratégique de communication, etc., etc. Et tout ça, il est absolument important de les préparer en amont. Je crois qu'on est arrivé sur les bons réflexes de réaction en cas d'incident. Je te donne la main, Pascal. Oui, exactement. Alors peut-être un petit complément rapide à ce que je disais tout à l'heure par rapport aux intrusions physiques. Bien sûr qu'il faut quand même se protéger des intrusions physiques, parce que c'est pas parce que pour le ransomware, ce n'est pas un vecteur qui va être utilisé, c'est un vecteur qui peut être utilisé pour tout autre type d'attaque. Et donc la protection des accès à vos locaux et notamment à vos prises réseau est quelque chose d'essentiel, notamment dans les environnements et les lieux où vous accueillez du public. Donc, il s'agit de ne pas mettre des prises réseau accessibles à tous lorsque du public peut se trouver. C'est par exemple le cas dans des magasins ou dans d'autres lieux. Donc, il faut être vigilant à ça parce qu'il peut y avoir d'autres types d'attaques qui pourraient être réalisées. Revenons à ces sujets de ransomware. Donc, en effet, quelques points pour adopter les bons réflexes, notamment en cas d'incident. Dans un premier temps, le plus rapide, le plus urgent sera en effet de déconnecter les équipements infectés. Ceci permettra de circonscrire l'attaque et éviter qu'elle se propage à d'autres environnements, notamment lorsque vous avez un ransomware, vous avez un programme malveillant qui va chiffrer, c'est-à-dire rendre complètement inintelligible l'ensemble des informations qui sont sur vos serveurs et évidemment stopper le fonctionnement de toutes vos applications. Donc, déconnecter les équipements dont vous détectez qu'ils sont infectés le plus tôt possible permet de limiter la propagation de l'attaque. Et ça, vous le voyez, quels sont les équipements affectés? Ce sont les équipements qui supportent des applications qui commencent à tomber, c'est-à-dire qu'ils ne fonctionnent plus. Si votre compta, d'un coup, se met à ne plus fonctionner et que vous détectez que vos équipes informatiques vous dites oui, tout commence à être chiffré, rapidement, il faut isoler cette partie-là. Ça peut être juste débrancher un câble, pas forcément le câble d'alimentation de la machine parce que vous effaceriez des données qui peuvent être intéressantes pour les investigations, mais surtout les câbles réseau. Déconnexion des supports de sauvegarde, là, Guy en a parlé, faire en sorte d'avoir des sauvegardes qui soient hors connexion et qui soient stockées, comme lorsqu'on parle d'un incendie hors site, donc
endroit sécurisé. Là, c'est pas hors-site parce qu'on ne parle pas du risque incendie, c'est non accessible à un logiciel qui pourrait venir les chiffrer et les rendre inintelligibles. Là aussi, vous devez avoir toute une stratégie en matière de gestion de vos sauvegardes et réalisation de vos sauvegardes pour, en cas d'attaque, être capable de revenir à une situation stable. Et là, c'est du domaine de l'applicatif, donc il faut prévoir tout ceci d'un point de vue fonctionnel. Déclencher une cellule de crise, ça c'est aussi important, de pouvoir rapidement mobiliser les bonnes personnes autour de cette attaque pour pouvoir intervenir au bon moment. On recommande de ne pas payer la rançon, parce qu'évidemment, c'est incitatif. Si on sait que vous payez la rançon, de manière générale, si l'ensemble des entreprises se mettent à payer les rançons, on devient plus attractif. C'est un sujet qui est très controversé, mais dès lors qu'on s'est a priori bien préparé à réagir à une attaque de ce type, on peut s'en sortir sans avoir nécessité de payer la rançon. D'autant plus que lorsque vous payez la rançon, vous n'êtes pas certain que finalement on va vous restituer la clé qui vous permet de recouvrer le système. Même si les groupes de hackers ont tendance, de manière à rester crédibles, à vous donner les clés si vous payez une rançon. Mais vous voyez, c'est assez compliqué de savoir ce qu'il faut, comment agir. En tout cas, notre recommandation, c'est de ne pas payer, mais plutôt de se préparer en amont. Déposer plainte, c'est essentiel pour pouvoir alimenter non seulement les statistiques et recevoir des aides de l'État, des services de l'État. Et je vous ai mis dans le chat là un lien vers la page de cybermalveillance.gouv qui peut être intéressante. Et puis, pour redémarrer, c'est restaurer les systèmes depuis des sources saines, mais faites surtout intervenir des spécialistes qui vous permettront de voir quelles sont les sources qui sont saines versus ceux qui ne l'est pas. Et puis, il vous faut communiquer aussi, et ça c'est le résultat de l'établissement de la cellule de crise, à vos clients, vos fournisseurs, aux autorités, et avoir un plan de communication rassurant, mais qui a été prévu. Donc tout ceci se prépare. J'accélère pour finalement la dernière planche. Quelque part, quelle est votre responsabilité de dirigeant avant tout ceci? C'est dans un premier temps d'évaluer votre capacité à réagir à une attaque de ransomware. Donc c'est peut-être un diagnostic. Alors, c'est des choses qu'on fait assez souvent avec Guy chez un certain nombre de clients où on intervient avec un diagnostic qui peut être assez rapide, un diagnostic flash, qui permet d'identifier la capacité d'une entreprise à réagir à une attaque de ce type. Derrière, ça permet d'identifier les points faibles que l'on peut avoir et permet bien sûr de constituer un plan de renforcement, de remédiation, d'amélioration de la robustesse de son système. Et puis derrière, il s'agit de le mettre en place, de prévoir une feuille de route pour améliorer sa sécurité et améliorer sa capacité de réaction. Parce que ce qui est important, et ça sera mon dernier mot, ce qui est important, c'est en effet, se préparer à une attaque, parce que même si vous avez mis l'ensemble de dispositifs de sécurité pour protéger correctement votre environnement, vous êtes toujours susceptible de subir une attaque parce qu'à un moment donné, un de vos systèmes sera un peu fragile, ne sera pas patché au bon moment, vous aurez une attaque qui vient de sortir et vous aurez la nécessité de devoir la subir et y répondre. Donc la question, c'est pas est-ce que vous allez être attaqué, c'est plutôt quand vous allez être attaqué dans le contexte actuel qui est le nôtre. Voilà pour ma petite conclusion, Philippe. Un grand merci à tous les deux, Pascal et Guy, de votre intervention du jour. Et puis merci à toutes et à tous de votre participation active. J'espère que ce webinaire vous aura intéressé. Alors avant de nous quitter, je vous invite, comme c'est désormais la tradition, à prendre le temps de compléter les 4 petits sondages qui viennent d'être publiés sur la droite pour apprécier la qualité de cet événement. Voilà, et vous pouvez d'ores et déjà noter dans vos agendas notre prochain Conseil des talents Maestrium qui aura lieu en mai, le jeudi 25 mai prochain, avec un thème sur la transformation des directions commerciales
face au développement des ventes digitales et qui aura pour thème « Vente et digital, avons-nous toujours besoin de commerciaux ?» Voilà. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.